Alors, on va voir dans cette vidéo, on terminera pour le pivot, il faut parfaitement maîtriser le transfert de port. Là, on va faire du je développerai dans une autre vidéo, hein. J'avais, déjà repris les travaux d'ailleurs de Orange, leur pôle cybersécurité et il y avait un article très intéressant d'ailleurs sur le reroutage de port et comment ça nous permet, en red teaming de faire nos tests d'intrusion. Donc je développerai, j'avais déjà fait une première partie, je vous la remettrai dans la description de la vidéo et je ne peux que vous encourager à aller voir les 28 vidéos du CTF Try Hack Me Wraith. J'ai fait une playlist dédiée, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, ça dépend de votre niveau de compétence, mais si vous débutez, ça va être parfait puisque vous allez voir que on va compromettre un serveur web et ensuite rebondir sur 3 autres machines et ça vous montre un peu le workflow, hein, cette cascade, cette succession d'étapes qui nous permettent de faire un pen test. Si vous débutez, vous allez apprendre plein de choses et si vous voulez vous focaliser uniquement sur le tunneling SSH, hein, puisqu'on va utiliser je vous ai expliqué comment fonctionne Chisel, comment fonctionne, notre ami, Socat. Ça peut être très utile et c'est des techniques qu'il faut connaître et il y a 3 ou 4 vidéos, je crois que c'est la 6, la 7, la 8, la 9, de du CTF Wraith, la couronne, qui vous explique tout ça en détail, hein. Je vous montre les outils qu'on utilise, pourquoi on pivote, à quoi ça sert le pivot, comment mettre en place du tunneling SSH pour contourner les pare-feux, d'accord? Et c'est extrêmement utile, vraiment connaître ça en réseau, ça vous rendra beaucoup de services, pas uniquement en pentest. Donc, si on se met un petit peu en situation, hein, la plupart des techniques de mouvement latéral que nous avons présentées nécessitent des ports spécifiques, hein, pour, que ça fonctionne côté attaquant. Il faut qu'ils soient disponibles. Dans des réseaux «réels» entre guillemets, les administrateurs vont certainement avoir bloqué certains de ces ports pour des raisons de sécurité, ont segmenté le réseau, hein, tout simplement, via différents VLAN pour vous empêcher d'atteindre les ports SMB, RDP, WinRM ou RPC, d'accord? Puisque c'est ces 4 ports qui nous permettent de faire beaucoup de choses quand on parle de pivot. Donc pour contourner ces restrictions, on peut utiliser des techniques de redirection de port qui consistent à utiliser n'importe quel autre compromis comme une, machine de pivot, de saut, hein, pour, justement pivoter sur d'autres hôtes. Donc, encore une fois, on s'attend à ce que certaines machines aient plus d'autorisation réseau que d'autres, car chaque rôle dans une entreprise aura des besoins différents en termes de services réseau requis pour effectuer son travail quotidien. D'accord? Donc je reprends l'exemple qu'on avait pris, on avait le marketing, les devs, on avait notre serveur GitHub et je vous avais dit en fonction des besoins que vous avez dans l'entreprise naturellement, pour nous, si on doit pivoter sur vos comptes, sur vos machines, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction du poste que vous occupez dans l'entreprise. Alors, on va parler un peu de SSH tunneling. Le premier protocole que vous devez maîtriser, c'est SSH, d'accord? Il dispose d'une fonctionnalité intégrée qui va effectuer la redirection de port. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez compris, du SSH tunneling. Alors, le SSH, c'est un protocole associé au système Linux, Windows, Mac, hein, et il est livré généralement avec un client OpenSSH par défaut, d'accord? Vous me voyez tout le temps l'utiliser. Ça permet de faire beaucoup de choses, hein. OpenSSH, OpenSSL, et OpenVPN, hein. Ils sont tous gratuits. OpenSSH s'occupe, du protocole SSH, vous l'avez compris. Donc on peut attendre de le trouver maintenant sur la plupart, des systèmes, hein, qui sont présents et c'est indépendamment de leur système d'exploitation. Donc c'est toujours intéressant, si on peut configurer un port 22 ou autre, hein, peu importe, mais il faut qu'il fasse fonctionner le protocole, SSH. On va pouvoir lancer, tout un type de tunnel. Alors on va voir ça ensemble. Donc encore une fois, hein, tout ça c'est, situationnel, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, vous allez devoir adapter vos techniques, hein. De toute façon, la meilleure des qualités pour un hacker, c'est savoir s'adapter à la situation, d'accord? C'est pour ça que ça requiert de la polyvalence. Je vous ai dit que l'informatique, c'est vaste, c'est, allez, entre 80 et 100 sous-disciplines, hein. À vous de creuser, à vous de creuser, d'en connaître, mais n'essayez pas d'être bon en tout. Vous ne pourrez pas au début, hein, donc il va falloir se spécialiser et je vous ai dit les bases, hein, quand même, c'est, maîtriser ses shells, maîtriser
des systèmes d'exploitation type Linux et Windows, comprendre parfaitement le fonctionnement de l'OS, le hardware, le réseau, hein, les protocoles. Ça, c'est vraiment les bases avant de passer, ne serait-ce qu'à du pentest, d'accord? Et après, il y a plein de choses, hein. En programmation, c'est vaste, il y a plein de langages de programmation. Il y a les interfaces de programmation, hein, puisque c'est quand vous allez faire du web app pentest. Donc, quand on attaque une application web, on a besoin de faiser souvent des API. Donc voilà, ça demande plein de connaissances, hein. Donc là, c'est des connaissances pures et dures réseau. Vous avez sous les yeux, on va rentrer dans un scénario pour essayer de mieux comprendre, contextualiser. On voit le PC-1, c'est le client SSH. D'accord? Donc, moi, Toto le hacker, j'ai pris le contrôle du PC. D'accord? Là, en l'occurrence, il n'est pas nécessaire, en fait, hein, d'avoir un accès administrateur. Donc, moi, je suis sur la machine de 222. D'accord? J'aimerais l'utiliser comme pivot pour accéder à un port sur une autre machine, hein, à laquelle je peux pas me connecter directement. C'est le principe du tunneling. Ça va vous donner un autre chemin pour accéder à la machine et contourner parfois les restrictions en place et pas que. D'accord? Donc on va démarrer un tunnel à partir du PC-1, PC1, je vais l'appeler comme ça, qui va agir comme un client SSH vers le PC de l'attaquant. Hein, on voit que moi je veux 2222, mais à la base mon adresse c'est 1111. Alors, on voit que j'ai sur ma machine, hein, vu que je suis l'attaquant, je suis le serveur SSH, je vais demander quoi? À mon client de faire une sorte de reverse shell qui sera encapsulé, de facto chiffré, puisqu'on utilise le SSH, le Secure Shell, d'accord? Et il va venir se connecter à mon ordinateur. Et tu vois que le SSH serveur, il a le port 22 qui est ouvert, le port SSH, et le port 80, d'accord? Par opposition, on a notre serveur, tout à droite. Lui, c'est le 3333 au niveau de son adressage IP, IPv4, et lui, il a, tu vois, un port SMB 445 et il a un port RDP, bureau à distance en 3389. Alors, comment on va pouvoir conjuguer notre tunnel pour qu'il interface à la fois le client SSH va se connecter à mon serveur côté gauche, d'accord? Donc ça établit le tunnel SSH, mais après il faut interfacer, le client SSH, le PC1 avec le serveur, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour établir une connexion à la machine de notre attaquant, on va créer un utilisateur sans aucun accès à aucune console pour le tunneling, d'accord? Ça sera une sorte de daemon. Je vais vous montrer comment on va le faire et on va définir un mot de passe à utiliser pour créer les tunnels. Donc vous allez sur votre Linux. Donc on va se créer un utilisateur. On va le passer parmi les derniers. Donc on a Saltimbanque qui doit être quelque part, qui est 1000. On va créer un compte 1003. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? Je vais faire un sudo user add. Je vais l'appeler tunnel. D'accord. Je vais lui mettre MD. Hein, allez voir le man user add pour comprendre. Mais grosso modo, je vais lui dire, écoute, euh, je te donne le chemin. Tu vas créer un nouvel utilisateur dans Home. Il y avait Saltimbanque. Maintenant, tu vas créer tunnel. OK. Et on le passe en bintro. D'accord. Donc si on revient vite fait, le M, hein, c'est create home. C'est pour ça qu'on lui précise le D, puisqu'on va lui dire bah, il faut une home dir. D'accord? Donc tu crées l'utilisateur dans le home et je te précise son home dir avec le D, ça sera là j'ai pris tunnel user. D'accord? Ok. Et le sbin true, c'est au niveau de son shell, hein. Et là, on voit qu'on le définit, c'est-à-dire qu'on demande au shell, hein, d'utiliser les shells par défaut. Donc ça fait une sorte de daemon, hein. Aucun accès à aucune console. Le but, c'est que je veux qu'il me rende un service, hein, j'ai pas envie qu'il interagisse avec mon terminal. Tout sera géré avec un nouveau répertoire qui s'appelle tunnel, d'accord? Puisque je crée l'utilisateur tunnel avec cette commande. D'accord? Donc maintenant, je peux dire sudo passvd. On va changer le mot de passe de tunnel. Voilà. On n'a qu'à faire un cat tc. Voilà. Donc
Donc on a tunnel, d'accord, avec un bin true, hein. Vous voyez que certains ont le bin false, certains sont en no login, donc moi généralement, soit ça va utiliser du bash, soit ça va utiliser, ZSH. Je pense ZSH. Je peux pas me connecter en tant qu'utilisateur tunnel, mais il va nous servir à une redirection de port local ou distant. D'accord? Donc on va voir un peu tout ça ensemble. Donc voilà ce qui va se passer. Dans notre exemple, on a des stratégies de pare-feu qui empêchent la machine de l'attaquant d'accéder au port 3389 sur le serveur. D'accord? L'attaquant, il a déjà compromis le PC1 et à son tour, le PC1 a accès au port 3389 du service. Donc, il va être utilisé pour pivoter tout simplement vers le port 3389 à l'aide de la redirection de port distant à partir de PC1. Alors, là, la redirection de port distant nous permet de prendre un port accessible à partir du client SSH et de le projeter, de le connecter sur le serveur SSH distant. Là, en l'occurrence, c'est la machine de l'attaquant, d'accord, la mienne. Donc vous avez bien compris que du coup, là, si on suit le schéma, on a quoi? On a mon 3389 qui va être relié à la machine PC1 qui va s'interfacer avec le 3389 du serveur. Du coup, je peux établir une communication. Vous voyez? Donc par conséquent, un port sera ouvert sur la machine de l'attaquant, de Toto le hacker, qui va être utilisé pour se reconnecter au port 3389 du serveur, via le tunnel SSH. PC1, lui, il fait serveur mandataire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proxy la connexion. Il va servir de serveur mandataire pour rerouter les communications et le serveur, en fait, verra le trafic. D'accord? Pas comme s'il venait de Toto le hacker, du PC attaquant avec l'adresse 1111, mais ça sera bien 2 qui se connectera à 3333. D'accord? Ça, c'est important de bien le comprendre. Donc une question valable, qui pourrait apparaître à ce stade, c'est se poser la question: «Pourquoi on a besoin de transférer des ports?» En fait, au niveau du réseau, si on a déjà compromis PC1, on pourrait exécuter une session RDP, directement à partir de là. Pourquoi se prendre la tête? Alors la réponse, elle est simple, dans une situation où nous n'avons qu'un accès console, à PC1, on pourra utiliser aucun client RDP. D'accord? C'est aussi simple que ça, parce qu'on n'a pas d'interface graphique. N'oubliez pas que le RDP, c'est bien, mais pourquoi je vous dis tout le temps dans mes vidéos, apprenez les lignes de commande? Parce que tu auras que très rarement ou à la fin de ta cyberattaque, typiquement en post-exploit, accès, à des clients RDP pour pouvoir te connecter avec un beau Windows ou une autre GUI, sur une machine Linux. D'accord? Donc en mettant le port à la disposition de la machine de l'attaquant, on va utiliser un client RDP Linux pour se connecter. Je vous avais présenté Remina, qui est l'interface graphique de Xfree RDP. Alors, on a des situations similaires qui se produisent lorsqu'on souhaite exécuter un exploit sur un port, qui ne peut pas être atteint directement. Comment je peux exploiter si je ne peux pas atteindre ce port? Eh ben, il faut modifier l'exploit. Il va falloir utiliser un langage de script spécifique et parfois, il n'est pas toujours disponible sur les machines, d'accord, que vous compromettez en cours de route. Donc pensez que c'est pas qu'une question de port, il y a aussi une question de langage, il y a aussi une question quel exploit, quel type d'exploit et quel est le vecteur d'attaque. Donc tout ça, ça va déterminer les possibilités. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Donc si on se réfère à la dernière image que je viens de vous mettre, si je dois transférer le port 3389 sur le serveur à la machine de l'attaquant, hein, on peut utiliser la commande suivante. Alors, je vais dire SSH, d'accord? Tunnel, tu vas te connecter en tant que tunnel. Ça, c'est mon utilisateur. La machine, on l'a vu, moi, je suis quoi? Je suis 1111, donc en théorie, je ferais quoi? Hein. Si je veux utiliser le VPN, j'utiliserai cette adresse, d'accord? Si je suis sur mon réseau local, je prends, mon adresse locale. Donc là, vous l'avez bien compris ou le plus simple, ça serait quoi? Ça serait de faire un 127, 1 0 0 1. Donc là, je reroute toutes les communications, d'accord? Ou on peut utiliser le 0 0 1. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me connecte à mon propre PC. OK, ça marchera sur un réseau local, mais ça marchera pas via internet. Donc via internet, qu'est-ce qu'il me faut? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'adresse privée, d'accord?
Donc moi, il faudrait mon adresse publique. Si je suis le 1111, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire avec un petit R, je vais lui dire de faire un reverse, donc un tunneling. Je vais lui dire, écoute, le 3389, on a vu que c'est le RDP, je te donne l'adresse IP du serveur, on a vu que c'est 333. Donc qu'est-ce qui vient de se passer? Si on fait ça, on établit une session SSH du PC1, donc de 1111 PC de l'attaquant, on se connecte au serveur mandataire qui se connecte au 3333 et comme son port 3389, c'est mon port 3389, comme c'est mon port 3389 et c'est son port 3389, on vient de quoi? D'établir un tunnel, un pipe, d'accord? Donc tout ce qui rentre dans mon ordinateur sort sur son serveur, hein, en passant par le serveur mandataire, le PC1, et tout ce que je siphonne ou qui m'envoie du serveur, je peux le récupérer en local sur mon port 3389. D'accord? Alors, le N, c'est pour empêcher le client d'en demander un. Sinon, bah, la connexion se ferme immédiatement. D'accord? Le but, c'est d'établir un tunnel. Un tunnel, il faut qu'on ait de la stabilité. D'accord? Donc le grand N, c'est un mal nécessaire. Ensuite, on a le grand R, c'est pour un transfert de port distant. D'accord? Donc cette syntaxe, elle nous oblige d'abord à indiquer le port que nous allons ouvrir sur le serveur SSH. Vous avez vu que c'est le 3389, suivi de 2 points, c'est nos séparateurs, l'adresse IP et le port du socket que nous allons transférer. Donc là, en l'occurrence, c'est nos 33333 2.3389. D'accord? Ça, on lui précise, ça c'est le serveur, ça c'est nous, et ça, on lui dit, écoute, avec la commande, d'accord, tu fais un transfert de port distant, d'accord, puisqu'on veut atteindre à distance le port 3389 du serveur. Donc notez que les numéros de port n'ont pas besoin de correspondre, hein, bien qu'on le fasse dans cet exemple, d'accord. Donc ça sera plus simple pour nous quand vous faites une attaque. Après, en effet, vous pouvez utiliser des ports custo. C'est pas forcément le 3389, mais situation où je sais pas, on a rerouté le port 3389 sur le port, ce que tu veux, 555, et ben dans ce cas-là, il faudra utiliser les bons ports, surtout celui-ci. Que ça soit le bon port en distant, d'accord? Puisque donc la commande en elle-même, elle ne produit rien, hein. Quand vous établissez un tunnel, la commande, si vous faites un CTRL-C, vous fermez le tunnel. Si vous le laissez tourner, qu'est-ce qui se passe? Ça va tourner en tâche de fond, si. Parce que maintenant, tout ce qui est dans mon 3389, ça atteindra le 3389 du serveur, hein, si j'étais sur ce type d'architecture. Donc là, les laboratoires de THM sont configurés différemment, mais voilà, hein, on vient d'ouvrir tout simplement un tunnel. D'accord? Donc là, on voit bien que ça a ouvert le SSH. On voit qu'il y a un routage direct entre quoi? Mon adresse locale, on a bindé le 50878 et ça tape maintenant sur le 11122. D'accord? Et tu as bien compris que le 11122, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va communiquer avec le 2222. D'accord? Et le 2222 va utiliser le port 3389 du 333 pour relayer toutes les communications. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. On voit qu'on est en SYNCENT et on voit que ça tourne en TCP. D'accord? Donc voilà, ça, le tunnel, il est établi. Qu'est-ce qui se passe si je le ferme? Ben, en théorie, ça devrait le shooter. D'accord? CTRL-C, on clean, je retourne là-dedans, je relance la commande. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a fermé le tunnel. Tu le vois où, le tunnel? Il a disparu. D'accord? Il était en dessous de quoi? Du 34702, on avait le 55. D'accord? L'établished, il est là. OK? Et on voit que notre tunnel vient d'être fermé, ce qui est normal. OK? J'ai coupé la commande. J'ai dit à SSH d'arrêter. D'accord? Donc voilà, hein, pensez que votre tunnel est fonctionnel, déjà tant qu'il n'y a pas de perte de paquets, de congestion au réseau et tant que vous faites pas la connerie d'être dans un sous-shell ou dans un shell et de le fermer, d'accord? Soit faire un CTRL-C, soit faire une manipulation qui va freezer, hein, qui va figer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Faire un CTRL-S,
d'accord? CTRL S, ça suspend. Ça, pareil, hein, pas bon. Donc, ça, c'est l'output. Peut-être que le tunnel continuera à fonctionner. Mais vous voyez, il y a certaines commandes qu'il faut surtout pas passer, parce que sinon vous allez faire planter la connexion, d'accord? Typiquement, donc là, CTRL Q, quand j'ouvre un tunnel, j'ouvre un terminal et je me le passe, je sais pas, en 3, d'accord? Et comme ça, je reste sur la 1 ou la 2 et je vais pas sur la 3, d'accord? Donc c'est à vous de voir. Donc ça, c'est vraiment, les bases et après tu vas me dire: «Ouais, mais ça sert à quoi en fait de faire tout ça?» Bah, maintenant, je peux me connecter en RDP, d'accord? Donc tu as compris, si tu as bien pigé, si tu as pas fermé ton tunnel en faisant un contrôle C ou en faisant n'importe quelle autre commande, que je viens de te montrer, une fois que notre tunnel est établi, il est en cours d'exécution, que tu l'as pas shooté, on va pouvoir accéder à la machine. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir, par exemple, dire à Xfree RDP de me connecter à la machine quoi? 3, 3, 3, 3. D'accord? Mais non, t'as rien compris. Si là, tu penses que c'est ça qu'il faut faire, t'as rien compris du tout. Qu'est-ce que je t'explique depuis tout à l'heure? On passe par un serveur mandataire. C'est le 2222. C'est lui qui reroute toutes les communications. Et moi, je suis quoi? Je suis le serveur SSH. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai rerouté toutes mes communications. Vers quoi? Vers mon ordinateur. Qu'est-ce que je t'ai dit? On va utiliser le 127.0.0.1. OK? Vous pouvez utiliser le 0.0.0. D'accord? Comme vous pouvez utiliser une adresse IP, comme vous pouvez utiliser une adresse VPN, VPS, ce que vous voulez en fait. D'accord? Mais là, dans notre exemple, on va utiliser le localhost. Ensuite, je lui dis quoi? Bah, imaginons que j'avais l'utilisateur, hein, j'ai usurpé le compte de Toto, P, et là, je lui dis Toto est un hacker. Tout le monde le sait. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis au client RDP de me connecter à ma machine, et de facto, comme le tunnel est établi, hein, bon, là, je l'ai shooté, mais là, le tunnel est établi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, va y avoir un reroutage du port 22 vers l'autre port 22. Je serai sur la 1111, je serai sur la 2222, pardon, et la 2222 va gérer le port 3389 avec le mien, d'accord? Donc on se sert du protocole SSH pour rerouter un autre protocole qui est encapsulé, qui passe dans un tunnel, donc on peut pas le voir parce que c'est chiffré. Et là, en l'occurrence, je fais pas du SSH, je fais du bureau à distance. Pourtant, j'utilise un tunnel SSH, d'accord? Donc au début, c'est un peu compliqué à comprendre si vous n'avez pas de grosses notions en réseau, mais après vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus vous allez, comprendre le réseau, plus vous allez voir que c'est, limpide, d'accord? Et surtout, c'est extrêmement puissant, hein, pour lancer des attaques et contourner des pare-feux, des restrictions. Imaginons que vous êtes en entreprise, on vous bloque, certains accès, ne le faites pas, mais vous pouvez acheter un VPS, vous connecter au VPS et en passant et en configurant votre VPS comme un proxy, hein, comme un serveur mandataire, vous allez pouvoir vous connecter directement aux serveurs qui sont bloqués par l'entreprise. D'accord? Et on peut faire l'inverse, on peut utiliser un reverse proxy. D'accord? Il y a des proxys transparents, des proxys non transparents, et c'est pareil, on peut les militariser pour exfil ou pour téléverser, hein, sur le serveur qu'on attaque des informations. D'accord? Donc pareil, hein, les reverse proxy, on s'en sert souvent pour protéger, hein, pour faire généralement on fait une DMZ et on installe un reverse proxy, mais ça peut être aussi utilisé dans des attaques rouges quand on fait une APT, une AMPA, une menace persistante avancée, et c'est pareil, on va pas interfacer directement avec les serveurs de command and control, avec l'entreprise, on va passer par des serveurs mandataires, on va passer par des serveurs de drop, hein, qui vont récupérer, qui vont en gros faire du CDN, hein, qui vont rerouter les paquets et qui vont gérer, faire une sorte de load balancing, et ça sera plusieurs machines qui vont lancer la cyberattaque. Du coup, vous êtes dans d'autres pays, tout va dépendre comment vous avez configuré vos serveurs, et du coup, bah, vous serez plus discret. Et si on essaye de faire de la reconnaissance sur votre front-end qui permet de lancer la cyberattaque, techniquement, vos serveurs de command and control derrière, ils seront chauds, d'accord? Et donc, on ne pourra pas les scanner, hein, typiquement agressivement avec Shodan, Sensis ou d'autres solutions, hein, puisque quand une partie défensive se sait attaquer, elle commence sa phase
des FIR, et surtout, d'interception des communications, voir quels sont les serveurs de command and control, quelles sont les parades qu'on peut mettre en place, de water hauling et puis, essayer de comprendre la menace, d'accord? Qui fait quoi, où, quelle machine, dans quel pays et cetera, hein? Donc voilà, ça permet aussi on a, des modules de Cobalt Strike qui nous permettent de faire ça, d'accord? De gérer, donc ça peut être utile en défense, ça peut être utile pour interfacer des serveurs web, sur internet, hein, le reverse proxy, les proxys, mais ça peut être aussi utile pour un attaquant, encore une fois, pour les militariser et c'est l'art du pivot, d'accord? En interfaçant maintes et maintes tunnels, vous allez pouvoir encapsuler la donnée et exfiltrer, c'est ce qui va vous permettre de contourner, hein, une partie des réseaux s'ils sont mal configurés, notamment les trunks. On va pouvoir lancer des attaques, hein, pour pouvoir pivoter sur les VLAN. Et voilà, si les routeurs, les switches sont mal configurés, on peut faire des attaques, hein, sur le VLAN, et rebondir ensuite via du tunneling. Voilà, je m'arrêterai là pour cette partie-là. Donc je vais faire des petites vidéos, hein, parce que sinon la vidéo ferait 2 heures. Voilà, je préfère la découper en 4, hein. De toute façon, c'est le dernier gros module de l'Active Directory. Après, il y aura plus rien. Je vous ferai d'autres CTF, hein, vous inquiétez pas, on parlera d'autres tactiques, mais là, vous avez vraiment les bases, hein. Je vous disais pour creuser n'importe quel certif d'entrée, et même l'OSCP, hein, c'est bon de connaître toutes ces bases sur le bout des doigts. Hem, voilà, voilà, donc je vais faire deux trois vidéos encore. On verra par la suite le transfert de port avec SOCAT, le transfert de port local, puisque là, on vient de voir celui distant, tu l'as bien compris et on aura encore, des petits exercices. Je vous montrerai des trucs. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.